8h et quasiment 13 minutes sur le plateau de Télématin. Vous êtes bien sur France 2, l'heure de l'interview d'actualité. Maya, vous avez rejoint Béatrice Cléraz, elle est pharmacienne dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Béatrice Cléraz. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Plus de 3000 médicaments sont en situation de pénurie, sans compter ceux qui sont en tension, a annoncé hier la présidente de la commission d'enquête sénatoriale sur le sujet. Est-ce que vous partagez ce constat et quelles sont les grandes familles de médicaments concernées ? Alors malheureusement oui, je partage ce constat et ça n'est pas nouveau puisque en fait cette situation perdure depuis la fin 2022. On pensait tous que ça allait s'améliorer en début d'année, mais malheureusement, force est de constater que c'est pire et que ça touche toutes les familles de médicaments. Alors c'est vrai qu'on a une très très grosse pénurie d'antibiotiques en fin d'année. Notamment pédiatriques. Notamment pédiatriques, ce qui a mis en difficulté les patients, les pharmaciens, les prescripteurs. Ça revient un petit peu, mais c'est quand même pas un régime normal et on a encore des difficultés à s'approvisionner. Sur cet antibiotique-là ou toute la chaîne antibiotique d'une manière générale ? Toute la chaîne antibiotique d'une manière générale. Et puis les approvisionnements sont aléatoires. Alors il y a parfois on peut avoir des stocks et puis on va rester 15 jours sans être approvisionné. On a également les corticoïdes oraux qui nous font défaut de manière récurrente et ça pose aussi un problème. Donc vous voyez, Paracétamol, c'est un petit peu mieux. C'est revenu, donc ça c'est pas mal. Et on parle d'antiépileptiques, d'anticancéreux. Exactement, les antiépileptiques, c'est dramatique puisque ça fait partie de ces médicaments à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire que lorsque le patient est bien équilibré avec ce traitement, il ne faut surtout pas changer de médicament ou de forme parce que ça risque de déséquilibrer. Donc vous voyez bien l'impact négatif que ça peut avoir. Évidemment, les anticancéreux, c'est dramatique. Alors, comment ça se passe là quand un patient arrive avec un médicament qui manque sur une ordonnance ? Déjà, est-ce que ça arrive tous les jours dans votre pharmacie ? Aujourd'hui, ça arrive tous les jours. Et c'est vrai qu'on a tous le ventre un peu noué quand on voit arriver les patients avec des ordonnances en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va découvrir sur l'ordonnance ? Est-ce qu'on va être en capacité de dispenser l'intégralité de l'ordonnance ?» Si ce n'est pas le cas, système D, c'est-à-dire qu'on s'est fait des groupes WhatsApp pour se dépatouiller avec d'autres pharmaciens, avec des confrères pour essayer de trouver une solution pour les patients. On peut aussi parfois appeler l'industrie pharmaceutique, les laboratoires qui peuvent nous dépanner de manière exceptionnelle sur certains médicaments. Et puis lorsqu'on n'a pas de solution, eh bien, il faut revoir le prescripteur, appeler le prescripteur et trouver une solution alternative. Dans ce cas-là, c'est vous qui appelez le médecin ? Alors c'est nous qui appelons le médecin. Qui essayez de l'avoir ? Exactement, c'est pas toujours évident, mais l'objectif c'est vraiment de trouver une solution pour les patients et qu'il n'y ait pas de rupture de traitement parce que ça c'est dramatique. J'imagine que ça doit être une perte de temps pour vous dans votre travail au quotidien. Alors, effectivement, ça alourdit le quotidien parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas laisser les patients sans solution. Donc, le temps de trouver dans les pharmacies alentours, le temps d'appeler le médecin, de trouver des alternatives, c'est vrai que ça complique, ça complexifie. Et quand parfois les patients ne comprennent pas et sont un petit peu agressifs, même si ce n'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Sur certaines molécules, enfin, vous parlez des antiépileptiques ou des anticancéreux, on le disait, ce n'est pas anodin. Parce qu'il y a aujourd'hui, il peut y avoir vraiment des pertes de chance pour des patients ? Mais oui, parce que quand on n'a pas de solution, alors effectivement, le pire des cas, c'est qu'on n'a pas la solution et il faut revoir le médecin pour une prescription alternative. Ou alors, on se fait dépanner par le laboratoire, mais ça demande un temps. Ça veut dire qu'il y a une interruption de traitement, ce qui représente également une perte de chance pour les patients. Comment est-ce qu'on les explique, ces pénuries ? On les a vues arriver, vous nous le dites, ce n'est pas nouveau. Oui, ça fait depuis la fin de l'année, mais c'est vrai que ça a toujours existé, les pénuries de médicaments, mais c'est vrai que ça a pris des proportions beaucoup plus importantes depuis la crise Covid, et ça a mis en lumière finalement tout ce qu'on savait déjà, comme le fait qu'il y a une augmentation finalement de la demande mondiale, que la production des médicaments se fait majoritairement hors Union européenne. Et puis, si vous voulez, dans le médicament, il n'y a pas que la production du médicament, il y a aussi le circuit du médicament, la distribution. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la chaîne de distribution du médicament et qui va impacter notre approvisionnement en officine ou dans les hôpitaux. Donc, et puis, quand des molécules manquent, eh bien, on va aller sur les molécules voisines. Donc, à un moment donné, on va aussi saturer ou créer le manque. Donc, tous ces facteurs font qu'on arrive à des situations qui sont la situation d'aujourd'hui. On entend que ces pénuries, elles concernent des médicaments matures, c'est-à-dire dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Ce sont des médicaments que l'on peut décliner en générique, qui sont essentiels, mais qui sont peu rentables pour des labos. Donc, cette pénurie, c'est aussi une question de gros sous ?
Oui, il faut quand même dire les choses. C'est que on constate malgré tout aujourd'hui finalement que c'est plutôt l'économie qui est privilégiée au détriment de la santé publique. Et là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir et un travail à faire. Ce n'est pas possible qu'en 2023, on soit en rupture de stock sur des molécules aussi banales que le paracétamol, comme on l'a vu, ou l'amoxicilline, qui est un antibiotique de base et dont on a manqué depuis des mois. Et particulièrement pour les enfants, on le Bien disait. sûr. Donc c'est aussi une question de gros sous, c'est aussi une question de souveraineté. Oui. Une première liste de 300 médicaments essentiels ou critiques a été établie par le gouvernement. Ils devront être toujours disponibles, ces médicaments-là. Mais comment l'assurer quand on sait que 80% des principes actifs sont fabriqués en Asie? Eh ben, si vous voulez, il y a une loi du mois de mars 2021 qui impose à l'industrie pharmaceutique d'avoir un stock minimal pour ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui est de 2 à 4 mois. Pour les autres, c'est entre 1 mois et 1 semaine. Après, encore faut-il anticiper, et je crois que c'est là aussi l'enjeu, c'est d'anticiper de façon très précoce ces ruptures. Alors, on a des outils. On a par exemple en officine ce qu'on appelle le DP rupture. C'est un outil qui a été déployé par l'Ordre des pharmaciens et qui permet, lorsque les pharmacies sont équipées, de faire remonter très tôt en fait, ces ruptures. Quand une pharmacie ne peut pas être approvisionnée pendant 3 jours d'un médicament, eh bien, ça lance un signal de rupture. Et à ce moment-là, ça va vers les autorités et vers l'industrie pharmaceutique. Là, ce sont des solutions dont on parle qui peuvent être des solutions à long terme. Là, dans les semaines qui viennent, est-ce que ça risque de s'aggraver encore, cette pénurie et cette situation? Eh bien, écoutez, je crois que les informations qu'on a, c'est que ce n'est pas tout à fait optimiste dans le sens d'un retour à la normale. En tout cas, on ne voit pas ça avant septembre, en tout cas pas avant l'été. Et donc, il va falloir que nous aussi, de notre côté, on soit vigilants par rapport aux signaux faibles et aux signaux d'alerte qu'on a. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a parlé des principes actifs, mais vous savez, il y a aussi les excipients qui rentrent dans la composition du médicament. Et on est parfois en concurrence avec l'industrie agroalimentaire. Donc il faut le savoir aussi, et ça a été le cas par exemple pour le paracétamol pédiatrique. L'excipient était aussi utilisé par l'industrie agroalimentaire qui a eu le dessus. Et c'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné donc un il faudrait souci. Aussi réserver justement. Exactement. Donc vous voyez excipients. bien que cette rupture de médicaments est multifactorielle et qu'il faut intervenir à plusieurs niveaux et privilégier finalement la santé. Pour terminer, un dernier conseil aux patients. Est-ce que, je devine votre réponse, il faut faire des stocks quand on se dit, voilà, il y a du paracétamol, j'en prends, comme ça au moins... Il ne faut pas faire des stocks parce que ça crée la pénurie. En revanche, il faut quand même anticiper un petit peu ces renouvellements d'ordonnances, ce qui nous laisse le temps à nous de nous retourner pour trouver une solution. C'est-à-dire avec une maladie chronique, par exemple, des médicaments importants, il faut se signaler auprès de vous. Exactement. Ne pas attendre d'avoir consommé le dernier comprimé pour venir faire son renouvellement, qu'on puisse trouver une solution. Merci beaucoup, Béatrice Claras, d'être venue ce matin.